Quand nous essayons d'imaginer un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, nous évoquons principalement des drames de chasse, des inventions furtives et des images en noir et blanc de films de propagande. L'odeur du fuel brûlé et l'odeur pénétrante de soufre des accumulateurs sont devenus un décor quotidien pour les équipages. Mais on parle moins d'une question mineure, mais cruciale. Que mangeaient réellement ces hommes et comment cela influençait-il leur survie? Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi la nourriture décidait du moral de l'équipage, autant que les torpilles du succès d'un tir, comment les différentes puissances navales s'accommodèrent de l'espace limité, quels rituels et improvisations naissaient dans les estomacs des équipages, et comment la nourriture ordinaire peut ouvrir une fenêtre sur l'âme d'une époque. La vie dans un sous-marin est comparable au séjour dans un cercueil métallique qui se balance dans l'obscurité. Quand dans les docks allemands on amarrait les U-boots au môle, les équipages faisaient leurs adieux à la lumière et à l'air frais pour plusieurs semaines à l'avance. À l'intérieur, on vivait, dormait et mangeait sur une surface de quelques dizaines de mètres carrés. L'air était toujours humide. Il suffisait de toucher la paroi et vous sentiez la condensation qui se mélangeait au sel. Les systèmes de filtration d'air étaient primitifs. Les odeurs de fuel, de sueur et de nourriture s'incrustaient dans les uniformes. Sur les sous-marins américains, les marins plaisantaient en disant qu'ils reconnaissaient à quel pays naval appartenait un collègue d'après l'odeur de sa cuisine sur la veste. Les Allemands sentaient le chou aigre et l'oignon, les Italiens l'ail et les Américains le steak frit. Ce mélange de parfums et d'odeurs est devenu partie intégrante de l'identité de l'équipage. Outre l'odeur, les habitudes influençaient aussi la nourriture. Chaque puissance navale apportait dans ses sous-marins ses traditions culinaires. Tandis que les Allemands prônaient l'idéal de l'Eintopf, un seul plat consistant dans une marmite, les Américains ne transigeaient si pas sur le dîner à plusieurs services. Les Britanniques maintenaient la tradition du thé de 5 heures, même en profondeur, et les Japonais considéraient le riz comme sacré. Chaque routine, chaque déjeuner, avait pour tâche à la fois de nourrir et de rappeler le foyer. Et c'est précisément ce choc des traditions, dans un espace de quelques mètres, qui humanise la guerre par principe supérieur. Les sous-marins étaient aussi une expérience technologique. Depuis la Première Guerre mondiale, ils avaient considérablement changé. Les batteries électriques permettaient des plongées plus longues, la forme hydrodynamique réduisait la résistance, le sonar ouvrait de nouvelles possibilités tactiques. Derrière tout cela se cachait une vérité simple. Un mécanicien affamé près du moteur diesel ne fournira pas le même travail qu'un homme rassasié et reposé. Les stratèges s'en rendaient bon compte. Même Erich Raeder, grand amiral de la marine allemande, soulignait que sans cuisine fiable, l'équipage ne serait pas en forme. L'amiral américain Chester Nimitz affirmait quant à lui que l'arme la plus importante d'un sous-marin était un bon moral et une bonne cuisine. La question principale est donc, comment cet idéal pouvait-il être réalisé dans les conditions d'un tube de fer et d'un niveau d'air décroissant? Le sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale était une machine au sens propre du terme, un petit tube métallique plein de machines, d'armes et d'hommes, qui rampait pendant des semaines voire des mois profondément sous la surface. L'espace confiné, le manque d'air frais, les champignons et la corrosion rongèrent l'acier de la même façon que le sel et la sueur rongèrent la peau des marins. Il n'y avait aucune fenêtre qui offrait une vue. L'orientation dans le temps dépendait des quarts de veille au périscope et du son du réveil de cuisine annonçant le repas. Précisément, la nourriture était l'un des rares points lumineux qui rappelaient aux équipages le monde en surface. Dans un moment, nous révélerons quelle grande attention, malgré la guerre, les états-majors navals accordaient au menu sous l'eau et tout ce qu'apporta le voyage vers des goûts inconnus. Le premier chapitre nous mène au cœur du sous-marin, où la nourriture n'était pas seulement une question de satiété, mais aussi de stratégie. Dans les cabines exiguës des U-boots allemands, des sommergibili italiens et des boats américains, chaque centimètre d'espace était soigneusement utilisé. Pour la cargaison de nourriture, il n'existait pas de compartiment de stockage réservé. Les conserves, légumes, sacs de farine et dizaines de kilos de pommes de terre se suspendaient à des crochets sous le plafond, s'accrochaient aux parois ou se rangeaient au sol et près des machines. Les marins inventaient des améliorations. Dans le forum des vétérans des U-boots allemands, nous lisons que la nourriture remplissait non seulement la cuisine, mais aussi les toilettes. Les pommes de terre fraîches se stockaient dans les WC. Et pendant les premiers jours de navigation,
on utilisait les installations sanitaires comme garde-manger. Au début de la navigation, on faisait sécher des saucisses sur la barre, des filets avec des fruits pendaient sous les plafonds et des emballages avec des légumes frais, tandis que les conserves de viande et de soupe bordèrent les couloirs. Pour un meilleur équilibrage de la coque du navire, la nourriture se rangeait selon le poids et la consommation, les conserves lourdes vers la quille, les biscuits légers et les épices dans les étages supérieurs. La consommation s'inscrivait dans un journal pour que l'équipage puisse équilibrer la charge et éviter l'inclinaison. L'idée que la nourriture soit éparpillée entre les torpilles et les cloisons électriques peut sembler absurde, mais elle était nécessaire. Lors d'une attaque en profondeur, l'équipage devait éteindre les lumières, faire taire les machines et attendre dans la peur que l'amortisseur tienne. Pendant ces longues heures de silence, les marins priaient et pensaient à leur famille. Les souvenirs se dirigeaient souvent vers la nourriture. Un ancien mécanicien de l'U-96 se souvient que quand il entendait le sifflement des charges de profondeur, il répétait mentalement la recette du strudel de sa mère, jus de pomme, cannelle, raisins secs, pâtes. Si je survivais, je le cuirais. Ce rituel mental apaisait et donnait de l'espoir. C'est pourquoi la nourriture est devenue une ancre psychologique. Dans l'environnement humide et en constante évolution, les marins devaient aussi réfléchir à comment protéger la nourriture. Si les légumes frais n'étaient pas rapidement utilisés, ils moisissaient. De nombreux équipages inventèrent un système où les aliments frais se conservaient dans les sections avant, où ils faisaient plus frais grâce à la plongée. Dans les listes d'approvisionnement des U-Boot allemands apparaissaient non seulement les matières premières, mais aussi l'équipement pour leur stockage, crochets, filets, paniers en osier et coussins spéciaux qui empêchaient l'écrasement des œufs pendant les turbulences. Les sous-marins américains utilisaient des cadres en bois dans lesquels on insérait des bocaux avec des légumes marinés. Les équipages britanniques faisaient sécher la viande au-dessus des moteurs. Les Japonais emballaient la nourriture dans des boîtes en bambou qui absorbaient l'humidité. D'un point de vue pratique, l'alimentation se planifiait de façon à ce que pendant les premiers jours, l'équipage consomme les aliments frais. La première semaine, on servait des salades, des fruits frais et de la viande. Après 10 jours, le goût frais disparaissait. Le pain moisissait, les pommes de terre germaient, la viande se transformait en conserve. On commençait à servir des soupes de légumineuses, des fruits secs et du lard. Quand un bol de haricots aux saucisses remplaçait le poulet rôti, c'était le signal que le sous-marin approchait de la moitié de la patrouille. Entre les équipages naissaient des plaisanteries. Quand la nourriture change de compartiment, tu sais qu'on se rapproche de la maison. Dans cette vidéo, vous apprendrez aussi sur un autre phénomène, l'odeur de la conserve. Les marins se plaignaient que quand ils ouvraient une boîte de conserve, elle sentait le métal et l'huile. Certains essayaient de se débarrasser de l'odeur en lavant préalablement les boîtes et en les enduisant de vinaigre. Avec les conserves américaines apparaissait un problème de films huileux, tandis que les allemandes se caractérisaient par une haute teneur en graisse et en sel. La conserve était certes un salut, mais aussi un défi pour la digestion. Dans l'espace fermé, elle ne devait pas être réchauffée trop rapidement, sinon elle risquait d'exploser. Pour le réchauffage, on utilisait des supports spéciaux, et les flammes ouvertes étaient interdites. De nombreux équipages préféraient la variante froide. Ils y ajoutèrent de la moutarde et du pain pour masquer l'arrière-goût. Ce garde-manger improvisé s'amenuisait rapidement. La chaleur, l'humidité et les vibrations faisaient que les légumes frais et la viande s'abîmaient déjà pendant les 2 premières semaines. Au début de la navigation, l'équipage se délectait de l'odeur de viande rôtie et de l'arôme de pain frais des boulangeries domestiques. Mais avec le niveau croissant de dioxyde de carbone et la disparition des réserves, les tables se remplissaient de conserves et de rations sèches. Les plongeurs apprirent rapidement qu'une promenade vers les vaches laitières, sous-marins de ravitaillement, était aussi rare qu'un passage au libre-service. Une rencontre signifiait quelques caisses d'œufs frais, un peu de fruits et surtout de l'essence et du fuel. Selon l'un des protocoles d'interrogation de l'U-128 de 1943, le sous-marin de ravitaillement transmit à l'équipage seulement un petit volume de nourriture et apporta même un médecin qui soigna un homme avec une maladie de peau due à la chaleur. Même de tels petits renforts étaient bienvenus. Quand l'équipage émergea finalement ou fut capturé, la différence dans l'alimentation était choquante. Du journal d'un prisonnier allemand, nous apprenons qu'après la capture sur un destroyer canadien, l'équipage se régala de cigarettes, d'un bain chaud et d'excellente nourriture.
soit l'exact opposé de ce qu'elle vivait dans son tube de fer. Ces contrastes illustrent comment la nourriture devint une mesure de l'humanité et montrent en même temps que même dans les conditions de guerre totale, l'humanité restait vivante à travers l'offre d'un morceau de pain ou d'une tasse de café. La guerre sous-marine du Troisième Reich devint légendaire. Les capitaines allemands comme Prien, Kretschmer ou Lemp obtinrent le statut de héros et leurs équipages se retrouvèrent à la limite des possibilités. Pour la survie, il fallait non seulement une détermination ferme, mais aussi des provisions honnêtes. Selon les plans pour le type 9 XC, qui partait pour des navigations de 12 semaines, il entrait dans l'entrepont environ 4 400 kg de viande fraîche, 3 600 kg de charcuterie, 750 kg de faux viande conservée, puis du poisson, 9 600 kg de pommes de terre, 4 500 miches de pain, 2 400 kg de riz, 3 600 œufs, 700 kg de fruits, 800 kg de légumes et environ 150 kg de beurre. S'y ajoutèrent des tonneaux de soupe, du fromage, du lait, du café, du sucre, du sel, du chocolat, de la farine et d'autres ingrédients. La nourriture se planifiait pour être énergétiquement nutritive et en même temps savoureuse, et pour nourrir l'équipage dans des situations de stress, comme une remontée rapide ou une attaque de convoi. En pratique, l'alimentation des sous-marins allemands ressemblait à un rythme qui divisait les différents quarts. Le petit déjeuner commençait par du café, du pain beurré, du miel, des œufs ou de la purée de viande. Parfois, on ajoutait du pain blanc ou de seigle avec du lard. Le déjeuner se composait de soupe, souvent bouillon de bœuf ou aux pommes de terre, complété par des pommes de terre et des légumes, puis suivait de la viande rôtie ou braisée avec des légumes et un morceau de fruits. Le dîner était plus léger. Saucisses, charcuterie ou poissons en conserve, fromage, pain et café ou thé. Ces trois plats de base pouvaient se compléter de délices maritimes, comme les Brotaufstrich, diverses pâtes à tartiner, principalement de fromage fondu et de beurre. Certains navires avaient des cuisiniers talentueux qui savaient surprendre l'équipage. Les journaux de l'U510 contiennent un menu complet de la 11e semaine de navigation en août 1943. Le dimanche au petit déjeuner, l'équipage mangea du chocolat, du miel, des biscuits et du beurre. Au déjeuner, soupe de tomates, champignons, pommes de terre, veau rôtis et fruits. Le dîner se composait de saucisses, de camembert, de pain, de beurre et de thé. Le lundi apporta soupe au lait et marmelade, au déjeuner choux rouges avec porc et pommes de terre et au dîner pâté de foie, lard, pain et choucroute. Le mardi offrit au petit déjeuner pain, beurre, confiture et café, au déjeuner riz au poulet et pudding, au dîner macaroni au goulash. Progressivement, le menu se simplifiait. Les derniers jours apportaient principalement des légumes en conserve, du goulash aux pois ou aux haricots et des biscuits avec de la charcuterie. Ce plan hebdomadaire coloré montre l'effort des U-Boots pour maintenir une certaine diversité avant que les provisions s'épuisent. Dans les sous-marins allemands, l'un des membres les plus importants de l'équipage était le cuisinier. Selon la description, le cuisinier n'avait pas besoin de monter la garde, mais son travail était infini. Il préparait 2 repas par jour, en semaine, jusqu'à 5 repas le dimanche, de la pâtisserie, des desserts, et en plus les célébrations d'anniversaire ou d'anniversaire. Pendant la célébration, la cabine se transformait en taverne. L'équipage recevait une petite ration de bière ou d'eau-de-vie, et le cuisinier préparait un gâteau spécial. La possibilité de célébrer dans un espace où grondait sans cesse la machine diesel était un petit miracle. Un cuisinier talentueux représentait pour l'équipage un énorme soutien psychologique. Dans un moment, nous révélerons comment précisément la qualité des plats pouvait faire la différence entre un équipage plein de détermination et un équipage en dépression. Dans de nombreux souvenirs de marins apparaissent les mots « notre cuisinier » et « notre pain » comme symbole du foyer. Quand la nourriture ne réussissait pas, par exemple à cause de farine avariée ou de charbon humide, le moral se dégradait aussi rapidement que le niveau des batteries. Alors que la guerre se prolongeait, le blocus et le manque de matières premières du côté allemand influençaient aussi l'alimentation des sous-marins. Les sources disponibles indiquent que les équipages faisaient si souvent du commerce avec les pêcheurs pour obtenir du poisson frais. Plus tard, au lieu de viande apparut la Brattlingspulver de soja, dont on fourrait les saucisses.
Les conserves devaient être soigneusement contrôlées, certaines boîtes se déformaient sous l'effet de la pression ou leur contenu était mal marqué. Quand il y avait un mauvais stockage, l'intoxication alimentaire et l'éclatement d'épidémies menaçaient. L'équipage savait néanmoins céder. De petites friandises comme le chocolat et les bonbons devenaient une monnaie d'échange, contre laquelle on obtenait des fruits frais sur le marché avec les rameurs ou les pêcheurs locaux. Dans les dernières années de guerre s'ajoutaient des substituts pauvres. Dans le journal d'un cuisinier de 1944, nous lisons que la viande fut remplacée par une masse rose de soja. Le goût était répugnant, mais le caporal ordonna qu'on ne devait pas râler. Les équipages apprirent donc à enrichir ces aliments avec des épices. Le capitaine autorisait l'usage de moutarde, de poivre et de cumin. Croissait aussi la popularité de l'extrait de levure marmite que les Britanniques utilisaient sur le pain et de son équivalent allemand, qui était riche en vitamine B. Quand l'équipage appareilla de Kiel, il reçut pour le voyage plusieurs seaux de marmarane, pâte sombre qui pouvait se tartiner sur les biscuits et fournissait de l'énergie. Nous ne devons pas oublier l'alcool. Le commandement allemand interdisait officiellement la consommation d'alcool pendant la mission, mais la réalité était différente. Les équipages recevaient une ration de cognac ou de rhum lors d'occasions festives. Les capitaines se prenaient parfois une bouteille de schnapps dans leur cabine. L'alcool servait d'anesthésique et comme moyen d'émousser la peur. De même, les Américains avaient une interdiction stricte de boire. Mais il existe des témoignages que lors d'attaques torpilles réussies, le capitaine autorisait une petite dose de whisky. Les Italiens et les Français emportèrent de petits tonneaux de vin, les Japonais du saké. Ces rituels étaient cependant plutôt l'exception que la règle. L'improvisation concernait aussi la préparation de la nourriture. Les cuisiniers, qui étaient souvent appelés des restaurants, devaient travailler avec des brûleurs à essence et des plaques électriques. Dans les sous-marins américains, on utilisait un four électrique qui tombait cependant souvent en panne lors d'une manœuvre brusque. Les navires allemands avaient un petit fourneau à combustible solide. L'Italie expérimentait avec un fourneau à 3 compartiments, où on cuisait côte à côte le bouillon, on faisait frire les pâtes et on cuisait le pain. Les cuisiniers devaient réussir à cuisiner sans que la nourriture ne se répande sur le sol lors d'une plongée soudaine. Ils développèrent des couvercles spéciaux avec crochets et verrous pneumatiques. L'usage d'autocuiseurs était courant qui raccourcissait le temps de cuisson et économisait le combustible, ce qui était important en régime de profondeur. Au cours des navigations, on procédait aussi de plus en plus souvent au complément des réserves par les vaches laitières, sous-marins de ravitaillement de type 7I, IF et 14. Des rapports d'interrogation, il ressort que lors de rencontres, les équipages ne transférèrent qu'un petit volume de nourriture, car le combustible était prioritaire. Néanmoins, ces quelques caisses de fruits tropicaux ou d'œufs savaient de remonter le moral de l'équipage. Certains équipages reçurent même la visite d'un médecin pour soigner les éruptions cutanées dues à la chaleur ou aux moisissures. Déplaçons-nous maintenant de l'autre côté de l'océan, dans les couloirs océaniques du Pacifique et de l'Atlantique, où les sous-marins américains poursuivirent les navires japonais et allemands. L'industrie navale américaine, dans la période d'entre-deux-guerres, investit dans la modernisation des cuisines de navires. Elle introduisit le système de restauration en libre service, appelé cafeteria messing, qui par rapport à l'ancienne méthode, distribution de nourriture sur le pont, se caractérisait par une meilleure hygiène et un traitement plus fluide de l'équipage. Les navires étaient équipés de congélateurs, de réfrigérateurs, de friteuses puissantes et même de machines à glace. Le menu typique sur les navires de guerre américains ressemblait à ceci. Le petit déjeuner offrait des fruits, des céréales, des toasts, des crêpes ou des œufs au lard et avec du lait et du café. Le dîner, qui était le plat principal de la journée, apportait de l'agneau rôti à la sauce à la menthe, des pommes de terre gratinées, des carottes frites, de la salade, de la glace, du pain et du café. Le troisième plat, appelé super, se composait de soupe crémeuse au poulet, de luncheon meat cuit, de fromage tranché, de salade, de gâteau au chocolat et de thé. Ce luxe était le summum du standard que les équipages américains vivaient souvent même sur les sous-marins. L'une des boissons les plus mémorables sur les sous-marins américains était le café. Selon un article sur les provisions navales, la consommation de café se mesurait en tonnes. Un porte-avions pouvait pendant une seule journée de raid consommer 1/4 de tonne de grains de café. Les sous-mariniers buvèrent du café presque constamment,
Dans l'argot américain, on l'appelait Joe, et il devint un allié pendant les veilles nocturnes. À bord naquit un rituel. Une tasse noire avec une boisson chaude était toujours disponible, et outre l'eau et le thé, elle appartenait aux liquides les plus importants. Le café servait en plus de mesure du statut social. Sur certains sous-marins américains, existait un système de caste du café non écrit. Les officiers recevaient des mélanges de café de meilleure qualité, tandis que les marins buvaient un mélange moins cher. Quand l'équipage apprenait l'existence d'une dose particulièrement qualitative, s'organisaient des échanges secrets. Les marins offraient des cigarettes ou des conserves en échange d'une tasse de café plus fort. Un vétéran se souvient qu'au moment où eut lieu le changement d'équipe, se rencontrèrent dans le petit couloir 3 générations d'équipage. L'électrotechnicien plus âgé transmit à la deuxième équipe un thermos et dit « Ce café te sauvera la vie, fiston ». Dans cette vidéo, vous apprendrez que boire du café devint un rituel pour renforcer les liens et créer le rythme du jour. Quand les réserves de café s'amenuisèrent, les équipages cherchèrent des alternatives. Certains marins mélangèrent le café avec du malt pour lui donner du volume. D'autres essayèrent de boire dans la nécessité de l'eau chaude avec du sel, ce qui menait cependant à la déshydratation. Sur les sous-marins japonais, on buvait principalement de l'eau de riz verte séchée, qui avait un effet stimulant. Parfois, on y ajoutait du matcha vert. Les Britanniques préféraient le thé, mais quand ils s'épuisaient, ils utilisaient par nécessité le café, qu'ils considéraient comme un luxe américain. Les Italiens et les Français s'en tenaient à l'espresso classique, qui se préparait dans de petits appareils branchés sur la machine à vapeur. Ces contrastes montrent comment une boisson ordinaire devint un symbole culturel. Les Américains furent célèbres pour leur amour des desserts et de la glace. Sur les navires transocéaniques, on transportait à chaque navigation plusieurs dizaines de milliers de litres de glace. Les destroyers et sous-marins ne pouvaient cependant pas permettre un tel luxe. L'article décrit que les cuirassés transportaient jusqu'à 60 000 quarts, plus de 56 000 litres, de glace pour l'équipage. Les plus petits navires devaient improviser. Certains capitaines utilisaient la glace comme rançon pour les pilotes sauvés. On promettait aux aviateurs que s'ils se joignaient à l'équipage du sous-marin et étaient en sécurité, ils recevraient une portion de glace au retour. Selon l'article, de plus, le Conseil national laitier promouvait alors la glace comme nourriture de combat riche en vitamines et minéraux, ce qui montre comment la nutrition s'entremêlait avec la propagande de guerre. La glace n'était cependant pas le seul dessert. Les sous-marins américains avaient un petit four pour cuire les pâtisseries, et ainsi on cuisait souvent des tartes aux pommes, des brownies et des biscuits. Le baker, comme on appelait les boulangers, avait un avantage. Son odeur attirait l'équipage et lui assurait la popularité. Dans les mémoires d'un cuisinier, nous lisons que la plus grande joie provoqua une tarte au citron avec meringue qu'il prépara pour Noël. L'équipage se disputa même à cause de cela. Les Italiens avaient leur biscotti et panettone, les Français le flan crémeux, les Allemands Linzer Torte et Earstollen. Les Britanniques tenaient à leur pudding aux raisins secs et au suet, graisse de bœuf. Ces douceurs fonctionnaient comme symbole du foyer et motivaient les équipages à endurer les jours difficiles. L'exemple d'un sous-marin américain spécifique, qui nous laisse jeter un œil dans la cuisine, est le navire-musée USS Pampanito, ancré à San Francisco. Le guide du navire raconte que les cuisiniers et boulangers sur ce sous-marin travaillaient pratiquement 24 heures sur 24. L'équipage se divisait en 3 équipes. Chaque équipe mangeait à un moment différent, pour que l'espace confiné de la salle à manger puisse être utilisé pour tous. Sous les bancs se stockaient les provisions de nourriture, les congélateurs et réfrigérateurs se trouvaient sous le pont principal. Avant l'appareillage, chaque place libre se remplissait de nourriture, les conserves se mettaient dans les compartiments à torpilles, les légumes dans les sacs à dos, les fruits se suspendaient dans des filets. Le café y coulait à flot. La casserole à café ne s'éteignait jamais. L'espace entre ponts servait non seulement à l'alimentation, mais aussi comme salle commune. L'équipage y jouait aux échecs, lisait et même s'exerçait. Cette combinaison d'alimentation et de temps libre rappelle comment la nourriture savait souder le collectif. Malgré cette abondance relative, la marine américaine était aussi limitée par les défis logistiques. Pendant les campagnes dans le Pacifique, la priorité allait aux porte-avions et sous-marins, tandis que les destroyers et plus petits navires survivaient souvent avec des conserves de haricots et du bœuf en conserve. Même les luxueuses machines à glace devaient parfois s'éteindre pour économiser l'essence et l'eau.
Néanmoins, les sous-marins américains étaient approvisionnés beaucoup plus richement par rapport aux navires allemands ou japonais. Le 4 juillet 1945, l'équipage du cuirassé USS Iowa célébra le jour de l'indépendance avec un menu composé de dinde à la sauce aux canneberges, purée de pommes de terre, petits pois, pâtisseries, gâteaux, confiseries, glaces et limonade. Sur les sous-marins, il n'était certes pas possible de reproduire ce festin, mais des rations spéciales de fête apparaissaient quand même. Le cuisinier préparait de la truite ou un steak, si les réserves le permettaient. Nous nous déplaçons maintenant vers les eaux royales, où les sous-marins britanniques et du Commonwealth participaient aux combats dans l'Atlantique, la Méditerranée et le Pacifique. L'approche britannique des sous-marins était différente. Les navires étaient si plus petits et souvent se créaient à partir de canonnières torpilles existantes. Comme l'écrit un blogueur, beaucoup de plus petits navires n'avaient même pas de place pour un cuisinier à part entière et les espaces de stockage étaient à limiter. Les équipages misaient donc sur des recettes simples, lard, pain en conserve, conserve de viande et principalement thé. Les Britanniques maintenèrent la tradition du thé noir avec lait et sucre même sur les sous-marins. La bouilloire avec le thé circulait entre les équipes et les tasses se transmettaient. L'épisode le plus remarquable des sous-marins britanniques est l'histoire du cadeau soviétique au HMS Trident, un renne vivant nommé Polyana. Selon l'article, l'ours polaire, respectivement l'amiral soviétique, offrit à l'équipage du sous-marin un renne en remerciement pour l'aide dans les convois arctiques. L'animal voyagea de Mourmansk au Royaume-Uni et pendant 6 semaines vécut dans la partie vallée confinée du sous-marin. Polyana mangeait de la mousse marécageuse, du lait condensé et divers restes de nourriture et grignotait même les cartes de navigation et les uniformes sales. L'équipage dut donc improviser et s'adapter non seulement au nourrissage, mais aussi à l'espace libéré. Quand le sous-marin revint au port d'attache, le renne devint une célébrité et survécut à la guerre dans un jardin zoologique. Les équipages britanniques souffraient d'un manque chronique de provisions fraîches à cause de la guerre stricte pour l'Atlantique. Bien que certains plus gros sous-marins de classe T ou U puissent se connecter avec les navires de ravitaillement, la plupart des missions comptaient sur ce qui était chargé au port. Les tempêtes hivernales et la menace constante des sous-marins allemands compliquaient en plus les convois de ravitaillement. Néanmoins, les équipages savaient maintenir l'humour stoïque. Le traditionnel fish and chips n'apparaissait que rarement, mais la morue séchée et les pois en conserve remplaçaient le poisson et les pommes de terre. Avec l'avancement de la guerre, plus de conserves américaines arrivèrent dans les sous-marins britanniques, y compris le fameux spam, mélange de jambon et de porc. L'humour britannique disait qu'on pouvait compter sur le spam plus que sur le commandement allié, si fortement cette conserve s'ancra dans la mémoire des générations. Pour les marins britanniques était importante la tradition du tot, c'est-à-dire la ration quotidienne de rhum. La Royal Navy ne l'abolit qu'en 1970, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le rhum faisait partie de la vie à bord. Même sur les sous-marins, l'équipage se réjouissait du petit verre mesuré qu'elle recevait généralement à midi. Le rhum se mélangeait avec de l'eau et s'appelait grog. Parfois, on ajoutait aussi du jus de citron pour compléter la vitamine C. Selon les mémoires d'un cuisinier du sous-marin HMS Sturdy, ce petit rite apportait de la chaleur dans l'estomac et du courage dans le cœur, dans les moments où la machine grondait et le périscope évitait les vagues. Concernant la nourriture elle-même, les équipages britanniques misaient sur la simplicité. Chaque jour se servirent des haricots sur toast, du porridge de flocons d'avoine et du roast beef en conserve. Quand on réussissait à obtenir du poisson frais, on préparait le kedgeree, mélange de riz, poisson fumé, œufs et épices de curry. Les marins britanniques connurent ainsi les épices indiennes, qui restèrent avec eux même après la guerre. Le pudding chaud aux raisins secs et sirop, appelé treacle pudding, était une douceur appréciée, que les cuisiniers s'efforcèrent de servir au moins une fois par semaine. En cas de manque de sucre, on utilisait des sirops de betterave ou du miel. Malgré le calme stoïque, l'humour apparaissait dans les sous-marins britanniques. Quand un jour la sauce se renversa sur l'interrupteur principal, l'équipage plaisanta que « gravy », sauce, était maintenant le nouveau carburant. On racontait que le cuisinier britannique savait faire apparaître d'un rien une soupe savoureuse et que même la sauce pouvait améliorer l'humeur dépressive qui se glissait dans les couloirs étroits. Dans un moment, nous révélerons
que cet humour en combinaison avec le thé chaud et un biscuit était pour les Britanniques ce que le café était pour les Américains. Le Commonwealth britannique signifiait que sur les ponts servaient des hommes du monde entier, Indiens, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais ou Sud-Africains. Chacun apportait ses habitudes alimentaires. Les cuisiniers indiens, appelés lascars, préparèrent du curry, du dal, lentilles et des galettes chapati. Les Canadiens aimaient le pea-meal bacon, viande marinée dans la farine de maïs. Les Australiens emportèrent du Vegemite, pâte à tartiner sombre de levure. Les Néo-Zélandais ajoutaient au menu des fruits kiwi et de l'agneau. Ces goûts se mélangèrent dans la marmite avec la purée de pommes de terre et le vieux pain anglais et créaient ainsi un menu international qui définit la cuisine britannique moderne. Les unités d'Australie et du Canada exploitaient aussi des sous-marins ou participaient au programme allié de pré-bail. Les Canadiens, habitués au climat froid, apprécièrent le thé chaud et le pemmican fruité, mélange épaissi de viande séchée et de graisse qu'utilisaient les habitants originels. Les Australiens apportaient au menu des ingrédients comme le Vegemite, pâte à tartiner noire, riche en vitamine B. Ces différences montrent que la nourriture était porteuse d'identité et de culture, même à bord des navires métalliques. L'Italie entra en guerre avec une grande flotte de sous-marins qui naviguaient en Méditerranée et dans l'Atlantique. Les Italiens étaient connus pour leur exigence concernant la nourriture. Leur culture mettait l'accent sur la fraîcheur, les pâtes et l'huile d'olive. La marine italienne s'efforçait d'assurer la qualité de l'alimentation et utilisait des cuisiniers civils pour cuisiner un menu à 5 services, ce qui se heurtait cependant à l'espace limité sur les sous-marins. Les sous-marins transportaient donc des réserves de pâtes, d'huile d'olive, de tomates séchées, de parmesan, de champignons séchés et bien sûr de saucissons et de vin. Grâce au climat méditerranéen et aux courtes distances entre les ports, ils pouvaient se permettre des aliments frais. Dans les mers plus chaudes, ils s'abîmaient cependant rapidement, et ainsi les conserves et biscuits les remplaçaient. Les Italiens ne s'efforçaient cependant pas seulement de manger des spaghettis. Dans les documents d'archives, nous lisons que les équipages recevaient aussi des pois chiches, des lentilles, des haricots, des anchois, du thon, des figues sèches et des noix. Dans les sous-marins se préparaient pasta et fagioli, pâtes aux haricots, minestrone, soupe de légumes et risotto allo zafferano. Les pâtes se cuisaient dans l'eau de mer pour économiser l'eau douce. On économisait le vin. Généralement, il ne se servait qu'à des occasions spéciales, par exemple le jour de Saint-Marc ou au retour au port d'attache. Dans les jours cruels, le vin suppléait le rôle de liquide désinfectant et de baume psychologique. La cuisine italienne devint en plus partie de la propagande. Mussolini émettait des déclarations que les pâtes italiennes prouvaient de la supériorité de la culture italienne. D'autre part, la fierté pour la nourriture motivait les équipages. Les cuisiniers rivalisaient pour savoir qui préparait le meilleur ragoût. Les équipages écrivaient aux familles pour qu'elles envoient des herbes séchées. Beaucoup de marins venaient de régions agricoles et comprenaient comment stocker l'ail et l'oignon pour qu'ils duraient plus longtemps. Chaque pelure d'oignon avait la valeur de l'or. Elle pouvait parfumer la sauce et atténuer le goût de la conserve. Un aspect relativement méconnu des sous-marins italiens était leur rôle dans le transport de nourriture vers l'Afrique du Nord. Outre le Veniero mentionné, existaient aussi d'autres navires qui transportaient au fromage, jambon et sardines vers Tobrouk assiégé. Ces missions étaient extrêmement risquées. Les sous-marins devaient se faufiler à travers les avions de patrouille britanniques et les champs de mines. Un capitaine décrivit comment il se sentait comme une boulangerie flottante, parce que son navire transportait plus de farine que de torpilles. Tous ces hommes n'étaient pas enthousiastes. Les tourmentait l'idée qu'ils risquaient leur vie à cause de provisions de nourriture. Cependant, le commandement italien considérait ces missions comme stratégiques. L'approvisionnement de l'armée de front était aussi important que les attaques sur les convois alliés. Les équipages italiens se battaient également avec le manque d'eau douce. Beaucoup de navires avaient des distillateurs qui produisaient de l'eau à partir de l'eau de mer. Celle-ci goûtait cependant comme de l'huile métallique. Les épouses italiennes envoyaient à leurs maris des colis avec du limoncello et des extraits de pamplemousse, pour qu'ils puissent se préparer une boisson rafraîchissante. Certains équipages cultivaient sur le pont de petites herbes dans des boîtes de conserve. La nourriture était en même temps espace pour la manifestation de l'identité régionale. Les marins de Sicile se préparaient de la caponata, tandis que ceux de Venise insistaient sur la polenta.
Les sous-marins italiens servaient aussi parfois de navires de ravitaillement pour l'armée en Afrique. Donnons l'exemple du sous-marin Veniero. En mars 1941, il livra à Bardia assiégé en Libye 6 tonnes de munitions et 38 tonnes de nourriture. Une autre mission dut être annulée après l'appareillage avec 1985 caisses de provisions à cause du danger des navires ennemis. Ces données suggèrent que les équipages italiens jouaient non seulement un rôle offensif, mais aussi logistique. Ils transportaient pain, farine et viande séchée vers les garnisons coupées. Les plats italiens en rapport avec le vin rouge devinrent une légende. En pratique, cela se passait souvent sans boisson, parce que l'alcool à bord était interdit ou limité. La flotte sous-marine japonaise, y compris les fameux sous-marins de classe Spitfire, avait des ambitions significatives. Certains navires, comme le géant I-401, transportaient même des hydravions destinés au bombardement du canal de Panama. Contrairement aux navires américains ou allemands, cependant, les sous-marins japonais supprimaient habituellement le confort de l'équipage au profit de l'armement et des réserves de munitions. À l'intérieur régnait une chaleur incroyable, l'humidité et la moisissure. L'eau fraîche était rare, la nourriture fraîche s'épuisait rapidement et les espaces étaient confinés. Le capitaine devait décider s'il prenait plus de torpilles ou plus de riz. Habituellement, il choisissait les torpilles. Malgré cela, la cuisine japonaise se distingue par sa diversité. Les équipages s'efforçaient de reproduire les plats traditionnels, comme la soupe miso, le tamagoyaki, omelette, le tsukemono, légumes marinés, et le sukiyaki. Les matières premières n'étaient cependant pas toujours disponibles. Souvent, ils devaient improviser. Le miso se mélangeait avec de la farine de soja grillée pour durer plus longtemps. La sauce soja se fabriquait à partir d'extraits concentrés. Le poisson se remplaçait par des sardines en conserve. Le riz, qui est sacré dans la culture japonaise, se cuisait 1 ou 2 fois par jour dans une grande casserole. Quand le riz était épuisé, les équipages japonais passaient aux boulettes de farine de patate douce et à la bouillie de grains d'orge. Le rituel clé était le service de thé chaud. Le thé vert se buvait avant chaque quart, et sa préparation était une cérémonie. L'eau se chauffait dans une bouilloire en cuivre, les feuilles de thé s'infusaient, et l'équipage se rangeait pour pouvoir se servir. Ce moment de silence et de concentration renforçait le moral collectif. Faisait partie aussi le dessert, simple bouillie de riz au sésame noir et miel. Les soldats américains qui rencontrèrent des prisonniers japonais furent surpris que malgré la pauvreté, la nourriture japonaise restait esthétique. La culture de l'honneur signifiait que la nourriture se mangeait en silence. Les équipages respectèrent la discipline. Claquer des lèvres était interdit. Parler en mangeant inapproprié. Le commandant mangeait en dernier. Dans cette vidéo, vous apprendrez que même pendant les attaques en profondeur, les équipages japonais s'efforçaient de maintenir le rituel du thé et de courtes méditations. Par là, ils se différencièrent des équipages occidentaux, qui pendant l'alerte se nourrissaient rapidement, en marchant. Vers la fin de la guerre, la situation se dégrada considérablement. Le manque de nourriture au Japon signifiait que les équipages mangeaient des patates douces sèches, de la betterave sucrière et tout ce qui pouvait se conserver. Le complément des réserves était plus difficile à cause du blocus américain. Les équipages souffraient de famine et de maladies. Certains cas de cannibalisme apparurent sur les navires de transport japonais, bien que dans les sous-marins, ils ne fussent pas confirmés. La victoire dans la campagne du Pacifique se joua donc aussi sur le terrain de l'approvisionnement. Quand nous parlons des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, nous mentionnons généralement les Allemands, Américains, Britanniques, Italiens et Japonais. Il existait néanmoins aussi d'autres flottes qui avaient leurs particularités gastronomiques. L'Union soviétique exploitait une vaste flotte sous-marine dans la mer Baltique, la mer Noire et la mer du Nord. Beaucoup de marins soviétiques venaient de la campagne et étaient habitués aux repas modestes. Leur menu se composait de pain noir, kashi, bouillie de sarrasin ou millet, poissons séchés, choucroute, saindoux et biscuits soukari. Souvent on mangeait aussi du bortsch, soupe épaisse de betterave rouge, et shi, soupe aux choux. Le système soviétique introduisait des normes strictes. Chaque marin devait recevoir un certain nombre de calories par jour, mais l'accomplissement du plan dépendait des couloirs d'approvisionnement. Pendant le blocus de Leningrad, il arrivait que les équipages de la mer Baltique souffrent de faim. Les sous-marins soviétiques servaient en même temps à transporter des provisions vers Sébastopol assiégé.
La nourriture devint vie et mort pour les civils en Crimée. La France, qui fut après la défaite en 1940 divisée, avait 2 flottes sous-marines, pro-gaullistes et vichistes. La marine française était fière de ses traditions culinaires. Même dans les conditions forcées, les cuisiniers s'efforcèrent de préparer bouillabaisse, soupe de poisson, ratatouille, légumes braisés et baguettes cuites. Après la capitulation, beaucoup de navires français se joignirent aux Britanniques, et ainsi la cuisine française se mélangea avec la britannique. Légendaire est l'histoire du sous-marin Surcouf, qui était le plus grand sous-marin d'avant-guerre et servit dans les opérations alliées. Ces cuisiniers transportaient secrètement du vin et des fromages pour remonter le moral à l'équipage. Quand Surcouf disparut en février 1942, l'équipage avec les vins disparut avec lui et devint sujet de spéculations romantiques. La flotte néerlandaise, opérant en Indonésie et dans l'océan Indien, liait la tradition européenne aux influences asiatiques. Les Néerlandais apprirent à manger riestafel, table de riz avec de nombreux accompagnements qui venaient de la cuisine indonésienne. Sur leurs sous-marins apparaissaient riz, satay, brochettes, sauce d'arachide, mais aussi fromage hollandais, harengue et pain. Cette combinaison de goûts était exotique pour l'équipage, mais appréciée. Les cuisiniers néerlandais avaient la réputation d'habileté et leurs recettes survécurent dans les livres de cuisine familiaux, même si la flotte elle-même fut en partie détruite pendant l'invasion japonaise de l'Indonésie. Après la guerre, les vétérans néerlandais se rencontraient et se rappelaient en leur service avec un petit riestafel. Il faut mentionner aussi les équipages polonais et norvégiens qui, après l'occupation, se joignirent à la Royal Navy. Les sous-marins polonais, comme Orzeł, se rendirent célèbres par des actions courageuses dans la mer Baltique. La cuisine polonaise apporta au menu britannique les pierogi, rouleaux de choux et gâteaux crémeux au pavot. Les Norvégiens apportèrent du saumon, harengue fumée et fromage de chèvre sucré, brunost. Ces croisements fructueux de goût enrichissaient la culture des flottes alliées. Comme nous le voyons, l'alimentation sur les sous-marins n'était ni uniforme ni monotone, c'était une mosaïque colorée de culture et d'improvisation. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment le menu varié aidait à construire des alliances. Quand les Polonais offrirent aux Britanniques des pierogi, ils devinrent amis. La nourriture fonctionnait ainsi comme outil diplomatique, même au fond de l'océan. La fin de la guerre apporta des changements dramatiques. Beaucoup de sous-mariniers finirent bosqués dans des camps de prisonniers. Les Allemands capturés par les Alliés furent internés au Canada, aux États-Unis ou en Australie. À l'inverse, les Américains et Britanniques se retrouvèrent en captivité japonaise. Pour tous, la nourriture définit un nouveau monde. Un marin de guerre allemand, qui fut après le coulage de son sous-marin repêché par un destroyer canadien, décrit dans son journal qu'après presque un mois de famine sur le navire, il reçut au dîner du goulash avec purée de pommes de terre, salade, pâtisserie et café. C'était pour lui comme un rêve. Ces prisonniers furent choqués par la quantité de nourriture et de cigarettes, et souvent avaient honte que leurs familles à la maison n'avaient rien à manger. Les marins américains et britanniques qui tombèrent en captivité japonaise vécurent l'extrême opposé. Les gardiens japonais les nourrissaient de riz, légumes marinés et miso, souvent en très petites portions. Certains prisonniers moururent de malnutrition et de maladies. Les équipages de sous-marins japonais, qui furent même capturés par les forces américaines, passèrent par un interrogatoire approfondi. À cette occasion, ils recevaient à manger des sandwichs, café et cigarettes, ce qui servait de forme de pression psychologique. Les prisonniers devaient associer la bienveillance avec l'aveu. Un marin japonais se souvint plus tard comment il fut stupéfait de recevoir 3 repas par jour, y compris viande et dessert. En internement, la nourriture devint monnaie. Les prisonniers allemands cultivaient des légumes dans les jardins de prison. Les Britanniques dans les camps canadiens cuisaient du thé à la marmelade, de carottes et betteraves sucrières. Les Italiens cultivaient tomates et basilic pour pouvoir préparer une sauce authentique. Les Américains se fabriquaient du beurre d'arachide à partir des colis de la Croix-Rouge. Ces activités maintenaient l'identité culturelle. La mémoire de la nourriture survécut aussi dans les récits d'après-guerre. Les vétérans décrivaient comment les goûts individuels définissaient leur service. Goût du jambon lors de la première navigation, goût amer du café en profondeur, goût du riz au miso en attendant le bombardement.
Les témoins soulignaient aussi les manques, conserves rances, pommes de terre moisies, odeur répugnante de Bratlingspulver. Ces souvenirs devinrent partie de la littérature et du cinéma. Le film populaire Das Boot de 1981 montre de façon réaliste les scènes où le cuisinier lutte contre l'humidité et la moisissure. Dans leurs œuvres, la nourriture symbolise l'espoir et l'effroi. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces histoires se transmettaient. Les vétérans allemands écrivaient des livres de cuisine basés sur les recettes de navires. Les vétérans américains organisèrent des rencontres où on servait glace militaire et steak. Les vétérans britanniques et polonais en Grande-Bretagne fondèrent des clubs de sous-marins où on partageait thé et gâteaux. Les Japonais à Tokyo ouvrirent des restaurants nommés Senkan, navires de guerre, et y servaient des plats similaires à ceux des sous-marins. À travers la nourriture, le traumatisme se changeait ainsi en souvenirs qu'il était possible de partager. Beaucoup d'équipages de sous-marins respectaient des rituels liés à la foi et à la tradition. Les équipages allemands chantèrent souvent « Ich hat einen Kameraden » avant le repas, ce qui était un rite pieux pour les morts. Les équipages américains utilisaient le toast « to absent friends » aux amis absents lors des célébrations. Les Britanniques prononçaient avant chaque repas une courte prière, habituellement récitée par l'aumônier ou l'officier. Les Italiens se signaient et remerciaient Saint Antoine, patron des choses perdues, pour qu'il trouve le but. Les Japonais récitaient des sutras bouddhistes et s'inclinaient avant le repas. Ces rituels unissaient l'équipage et renforçaient l'identité collective. La diversité religieuse était particulièrement évidente dans la marine américaine. Les équipages se composaient de chrétiens, juifs, musulmans et athées. Les cuisiniers devaient respecter les prescriptions kasher et halal. Par exemple, les marins juifs recevaient les poissons et poulets au lieu de porc. Les musulmans refusaient l'alcool. Au temps des fêtes, comme la Pâque juive, on cuisait des pains sans levain spéciaux. Ce respect culturel contribuait à l'unité de l'équipage. L'une des coutumes les plus intéressantes était le toast de grenouille sur les sous-marins américains. Quand l'équipage détruisait un navire japonais, le cuisinier faisait frire de la pâte en forme de grenouille et l'équipage la mangeait comme symbole de victoire. Sur les U-boots allemands existait le Toast Jägermeister. Un petit verre se buvait pour honorer la fortune avant la chasse. Ces rituels renforçaient la résistance psychologique. Les Japonais préféraient le riz comme aliment de base et le complétaient avec poissons en conserve, algues marines, sauce soja et légumes marinés. Même si le riz était facilement stockable et nutritif, sa monotonie accablait l'équipage. Dans les mémoires des pilotes de I-401, apparaît la note que la vie sur sous-marin était à 180 degrés différente de l'aviation. Le pilote en question, Azamura, ne savait pas distinguer le jour de la nuit, et l'équipage ne mangeait que des aliments en conserve, même s'il y en avait assez. Les sous-marins japonais essayaient parfois d'élever à bord des hamsters ou cultiver des légumes, mais la surpopulation et la chaleur le rendaient difficile. Certains équipages recevaient comme dessert du mochi, gâteau de riz, et de la pâte mochi séchée avec poudre de thé. Outre les défis culinaires, existait aussi le facteur d'honneur et de discipline. La culture japonaise considérait les souffrances et la privation comme preuve de dévouement. Les plaintes sur la nourriture étaient mal vues. Néanmoins, de petites célébrations apparaissaient ici aussi. Par exemple, lors de l'arrivée au port d'attache, l'équipage recevait du saké et des sushis. Comme nous l'avons déjà indiqué, le rôle du cuisinier était clé dans toutes les flottes sous-marines. Sur les U-boots, il était courant que le cuisinier, désigné comme smoothie, ait à disposition une cuisine de seulement quelques mètres carrés et doive préparer la nourriture pour 50 hommes. Son travail n'était pas seulement une performance culinaire, mais aussi un service psychologique. Il fournissait joie et atmosphère domestique. Il collaborait souvent avec l'officier supérieur, qui décidait quand on servirait un repas de fête, et avec les mécaniciens, car leur cycle de travail déterminait l'heure des repas. Les cuisiniers devaient être non seulement de bons artisans, mais aussi des organisateurs. Quand arrivait une livraison de nourriture, ils devaient décider ce qu'ils utiliseraient tout de suite et ce qui attendrait des jours ultérieurs. Ils devaient estimer à quelle vitesse la nourriture s'abîmerait et si la navigation serait prolongée à cause de l'activité ennemie. À cet égard, les cuisiniers étaient presque des logisticiens. Le smoothie allemand avait à disposition des tableaux où, selon la température de l'eau et la durée de navigation,
Ils calculaient combien d'œufs se consommeraient par jour. Le steward américain tenait une liste des allergies de l'équipage pour éviter les ingrédients dangereux. Dans la Royal Navy britannique existait même un cours officiel, Submarine Cookery, où on enseignait comment s'occuper des provisions et maintenir la sécurité en cuisinant dans les eaux profondes. Nous ne devons pas oublier que les cuisiniers venaient souvent de diverses couches ethniques et sociales. Dans les sous-marins américains, parmi les cuisiniers se trouvaient des Afro-Américains, Philippins, Chinois et Hispaniques. Leur présence apporta de nouvelles recettes. Les cuisiniers afro-américains préparaient des plats comme le gumbo, pain de maïs et poulet frit. Les Philippins cuisaient tapansi, nouilles, et adobo, viande braisée. Les Hispaniques ajoutaient piments et haricots. Cette diversité reflétait la société américaine et en même temps enrichissait le menu. Les U-boots allemands restaient au contraire homogènes. Les cuisiniers étaient allemands et les plats reflétaient les cuisines régionales d'Allemagne. Les cuisiniers bavarois préparaient des bretzels, ceux de Berlin le currywurst. Les Italiens étaient fiers de leurs différences régionales. Cela menait à des disputes sur ce qui était mieux, pâte al dente ou de scotta, molle. Les rituels ne concernaient pas seulement la nourriture, mais aussi le nettoyage et le service. Après chaque repas, la vaisselle se lavait dans l'eau salée, car l'eau douce était rare. Le cuisinier devait veiller à ce qu'on ne verse pas trop d'eau. Le mécanicien veillait sur la consommation d'énergie. Quand le sous-marin plongeait, l'équipement de cuisine devait se sécuriser, les casseroles s'attachaient aux fourneaux, les assiettes se rangeaient dans des supports spéciaux. Une simple panne pouvait causer que 50 portions de soupe finissent au sol, et l'équipage reste affamé. Même de telles vétilles avaient un impact sur le moral. En temps de stress, le cuisinier devenait médiateur. Quand surgissait un conflit entre mécaniciens et électroniciens, le cuisinier pouvait offrir une barre de chocolat et changer l'humeur. Dans les sous-marins allemands, de plus, pendant les longues navigations se tenaient des Kameradschaftsabend, soirées de solidarité. L'équipage se rassemblait dans la partie avant du navire, chantait des chansons populaires. Le cuisinier servait de simples rafraîchissements et le capitaine prononçait un discours. Des rituels similaires existaient aussi chez les équipages américains, appelés Movie Nights, projection de films avec pop-corn, et chez les Italiens, serata musicale, soirée musicale avec mandoline. La nourriture était toujours présente comme intermédiaire entre la dure réalité et la joie. Dans les sous-marins américains, le rôle se divisait entre le cuisinier principal, steward, le boulanger et les assistants. Parce que l'équipage s'organisait en 3 équipes, la cuisine fonctionnait presque constamment. Selon le guide sur l'USS Pampanito, les marins pouvaient à tout moment prendre un sandwich, un biscuit ou du café. Les boulangers cuisaient pain et pâtisserie. L'odeur de petits pains frais était dans le tube métallique fermé, une source de joie. Dans tous les pays étaient populaires les fêtes. Noël, Thanksgiving, anniversaire du capitaine, anniversaire de la mise à l'eau. Les cuisiniers sortaient alors des réserves secrètes, chocolat, fruits secs, rhum ou eau de vie, et préparaient des spécialités domestiques. Le cuisinier allemand pouvait cuire une tarte aux prunes, l'américain préparait de la dinde aux canneberges, l'italien cuisait des pâtes à la marinara et le britannique se vantait de pudding à la menthe. Dans cette vidéo, vous apprendrez que même une petite bouteille de cognac de ration avait une grande symbolique. L'équipage se rappelait la vie civile et se déterminait à affronter la tempête ou les chocs en profondeur. La nutrition sur les sous-marins était toujours un compromis entre besoins énergétiques, capacité de stockage et morale. Les équipages devaient, dans les conditions d'espace physique limité et de stress élevé, absorber 3000 à 4000 kilocalories par jour. Dans les sous-marins allemands, cela se résolvait par une haute proportion de graisses et protéines. Les plats contenaient saucisses, fromage et lard. Les Américains mettaient l'accent sur viande, lait et desserts sucrés, ce qui apportait une haute teneur en calories et glucides. Les Japonais comptaient sur riz et poissons et les complétaient avec des produits de soja fermentés. Les calories n'étaient cependant pas le seul facteur. Les équipages se battaient souvent avec un manque de fibres, vitamines et minéraux. Le scorbut, maladie causée par le manque de vitamine C, apparut sur certains navires allemands et japonais même au XXe siècle. Les Britanniques s'en défendaient par des moyens traditionnels. Ils servaient jus d'agrumes et choucroute. Les Allemands transportaient des tonneaux de choucroute et vinaigre de pommes qui servaient de prévention. Les Japonais utilisaient umeboshi mariné, prunes salées et soja fermenté.
Les Américains absorbèrent la vitamine C sous forme de comprimés multivitaminés et de jus d'orange, qui se fabriquaient à partir de concentrés. L'hygiène était importante pour la prévention des infections intestinales. Dans le sous-marin, il était difficile de maintenir les mains propres. Une petite portion de carottes crues ou de pommes pouvait mener à la salmonellose. Les cuisiniers devinrent donc stériliser planches et couteaux avec l'eau bouillante. Quand quelqu'un tombait malade, la pression augmentait sur le reste de l'équipage, particulièrement sur le docteur s'il était à bord. Dans les U-boots allemands, le docteur ne se trouvait que sur les plus gros types. Sur les plus petits navires, ce rôle était tenu par un marin expérimenté. Les sous-marins américains avaient souvent un médecin avec qualification chirurgicale, qui pouvait effectuer une intervention de base. Les Britanniques et Italiens avaient des infirmiers avec expérience de soins. Les équipages japonais comptaient sur les herbes et l'acupuncture. Le manque de sommeil, l'étouffement et la peur menaient à des troubles psychosomatiques, comme brûlure d'estomac, douleur d'estomac ou constipation. Le niveau psychologique était renforcé par la monotonie du menu. Après plusieurs semaines, même les plats les plus appréciés pouvaient se transformer en obligation. Les cuisiniers s'efforcèrent de varier épices et formes. Par exemple, de la pâte. Ils faisaient des boulettes, faisaient frire, sécher. Chez les équipages américains, on utilisait les restes. Par exemple, le steak de la veille se coupait en lamelles et se préparait avec du riz, créant ainsi du Chow Mein. Les cuisiniers allemands faisaient Kartoffelpuffer, galettes de pommes de terre, avec les pommes de terre et farine restante. Les cuisiniers britanniques faisaient frire Bubble and Squeak, mélange de pommes de terre, choux et viande. Cette créativité aidait à combattre l'ennui et maintenait l'équipage en alerte. La psyché sous pression se manifestait aussi dans les goûts. Certains hommes perdaient moins l'appétit quand ils se sentaient en danger. D'autres mangeaient trop pour se calmer. Il existe des rapports que certains marins du boot se gavaient secrètement de sucreries des réserves et avaient ensuite des remords. Sur les navires américains, certains hommes croquaient des grains de café pour l'énergie rapide et souffraient ensuite d'insomnie. Certains psychologues, qui après la guerre étudiaient les équipages, signalèrent que le séjour prolongé dans un sous-marin pouvait mener à des troubles de l'absorption alimentaire. Ces connaissances contribuèrent à la conception moderne d'approvisionnement dans les sous-marins. Alimentation variée et espaces de restauration éclairés devinrent standards. En conséquence du manque de légumes frais, les maladies de carence menaçaient, par exemple, le scorbut. Les équipages allemands transportaient donc des tonneaux de choucroute, jus de citron et comprimés de vitamine C. En Amérique, la vitamine C s'assurait par jus d'orange et sirop de citron. De plus, on utilisait des compléments alimentaires. Dans les équipages britanniques, l'apport de vitamines était assuré par les comprimés Plasmon et Horlicks. Sur les navires japonais, on utilisait miso et produits de fermentation salée comme source de vitamine B. Néanmoins, certains équipages n'évitèrent pas rachitisme, inflammation des gencives et problèmes de peau. La psyché jouait un rôle important. Dans l'espace fermé, la monotonie de la nourriture pouvait provoquer la dépression. Les jours devenaient indiscernables. La nourriture fonctionnait donc comme horloge. Quand le cuisinier préparait quelque chose d'inattendu, par exemple un dessert sucré, cela remontait le moral. Les équipages expérimentés savaient que l'approche de la fin de navigation signifiait des conserves plus fréquentes, si bien que même un petit reste de fruits frais était un signal que l'immersion approchait. Dans un moment, nous révélerons comment certains équipages s'accommodèrent du stress. Dans les sous-marins américains, on jouait de l'harmonica et chantait. Les Allemands écoutèrent les émissions radio, les Italiens récitaient des airs d'opéra. La nourriture était la base, mais la résistance psychique reposait sur la culture de l'équipage. La nourriture dans la guerre sous-marine était largement déterminée par la logistique. Les U-boots allemands dépendaient des sous-marins de ravitaillement, vaches laitières. Ceux-ci portaient, outre le combustible, aussi des caisses avec aliments frais, cigarettes et matériel médical. Si la rencontre s'effectuait dans les eaux du Sud, les équipages recevaient fruits tropicaux comme bananes et ananas. Dans l'Atlantique, c'était plutôt pommes de terre et oignons. Dans les dernières années de guerre, ces ravitailleurs devinrent la cible principale de la flotte alliée. Leur destruction causa que les équipages d'U-boot durent naviguer sur des navigations plus courtes et avec une moins bonne nourriture. La logistique différait selon la région. Dans l'Atlantique, où le blocus allemand était le plus âpre, il fallait se faufiler entre les convois.
et affronter les avions ennemis. Dans le Pacifique, les sous-marins américains pouvaient compter sur des bases relativement sûres à Hawaï, en Australie, et plus tard à Okinawa. Ces bases fonctionnaient comme nœuds. En un lieu, on réparait les navires, complétait le combustible et triait les provisions. Les navires de ravitaillement, tenders, transportaient des milliers de caisses avec viande, légumes, farine, sucre et épices. Le cuirassé Washington se chargea alors d'un complément de provisions de 8500 kg de citron, 1400 kg de cornichons, 1350 kg de salade, 20 000 kg de jambon et autres aliments. Ces chiffres énormes montrent comment la logistique soutenait aussi les plus petits sous-marins. Les excédents des cuirassés allaient dans les sous-marins. La logistique britannique était compliquée. Contrairement aux Américains, les Britanniques n'avaient pas un vaste port d'arrière dans le Pacifique. Leur base se trouvait à Gibraltar, Alexandrie, Malte et plus tard au Sri Lanka. Les navires devaient parcourir de longues distances et dépendèrent des convois. Les avions italiens et allemands attaquaient cependant constamment les convois. C'est pourquoi les sous-marins britanniques n'avaient souvent pas la possibilité de compléter les provisions en mer et devaient survivre avec des rations minimales jusqu'au port. Cela mena à l'amélioration des méthodes de conservation. Les chimistes britanniques développèrent un nouveau type de toile cirée pour emballer viande et œufs crus pour qu'ils durent plus longtemps. Cette technologie fut plus tard utilisée aussi dans l'industrie alimentaire civile. Les livraisons italiennes se concentraient sur la Méditerranée. Le fait plaisant que les cuisiniers italiens transportaient en Afrique non seulement des aliments, mais aussi des cafetières et autocuiseurs, montre la connexion de la logistique et de la culture. Certains sous-marins essayèrent même de cultiver herbes et salades dans l'entrepont. Les graines se semaient dans des boîtes avec terre et chaque matin s'arrosaient délicatement. Dans l'environnement sec et chaud de la Méditerranée, ces plantes se fanèrent cependant rapidement. La logistique japonaise était complexe à cause de la géographie. L'océan Pacifique est énorme et les bases japonaises à Truk, Rabaul ou Palau étaient exposées aux attaques américaines. Les navires de ravitaillement japonais, appelés maru, étaient constamment menacés. Pour le complément des sous-marins, on utilisait aussi des hydravions, qui apportaient sacs de riz et tonneaux avec sauce soja. Ces livraisons aériennes d'urgence étaient cependant irrégulières et insuffisantes. C'est pourquoi les équipages japonais devaient compter sur ce qu'ils chargeaient dans les ports domestiques, plus tard seulement sur ce qui restait dans le garde-manger de bord. Les progrès dans le stockage des aliments pendant la guerre influencèrent aussi la vie civile. Se développèrent le congélateur profond, la déshydratation et l'emballage sous vide. Les études américaines testaient l'équipement de congélation dans des conditions extrêmes, sur sous-marins avec forte humidité et vibration. La recherche allemande apporta des techniques de séchage pour pommes de terre et fruits, pour pouvoir les stocker sans réfrigérateur. Les Britanniques investirent dans des boîtes de conserve avec revêtement époxyde qui empêchait la corrosion. Ces innovations se répandirent après la guerre dans les ménages. Dans cette vidéo, vous apprendrez donc non seulement sur le passé, mais aussi sur l'héritage qui forma l'industrie alimentaire. Les Américains purent utiliser un énorme arrière industriel. Les ports comme Pearl Harbor, Fremantle ou Midway fonctionnaient comme points d'embarquement et de ravitaillement. Porte-avions et navires de ravitaillement distribuaient la nourriture en milliers de tonnes. Le cuirassé Washington chargea alors d'un complément de provisions plusieurs milliers de kilos de citron, concombres, salades, jambon et farine. Le réseau construit de navires frigorifiques permit que même les sous-marins reçoivent dans le Pacifique viande et légumes frais. Les subtenders, navires auxiliaires, fournissaient réparations, combustible et nourriture, et sur leurs ponts se trouvaient boulangeries, entrepôts et laiteries. Les équipages britanniques et italiens dépendaient des convois et ports. Les Britanniques devaient défendre leur voie dans maritime contre les sous-marins allemands, ce qui causait des pénuries. Les navires de ravitaillement italiens naviguaient à travers la Méditerranée vers l'Afrique du Nord, souvent poursuivis par les avions britanniques. Ces missions étaient risquées et finirent de plusieurs fois par le coulage des provisions, ce qui mena à des famines sur le front. Les innovations apparaissaient aussi dans le domaine de la conservation. Les Allemands expérimentaient avec flocons de pommes de terre séchés et produits de soja. Les Américains introduisirent la technique de congélation et ration alimentaire pour situations de crise. Dans les sous-marins, cependant, on comptait sur les sources fraîches. Le Japon s'efforçait d'utiliser hardtack,
biscuits durs et poissons séchés. Les Britanniques importèrent des produits coloniaux comme marmelade et thé. Quand nous fermons ce livre de cuisine sous-marin, il est difficile d'échapper à la pensée qu'au bout de toutes les grandes stratégies et innovations techniques, se tenait toujours un homme ordinaire qui avait besoin de manger. Nous savons que les équipages d'U-boot allemands, dans leur cabine étroite, savouraient la dernière bouchée de pain frais et jambon avant de plonger dans l'obscurité, que les Américains se permettaient ce café et glace en volant vers Tokyo, que l'équipage britannique nourrissait un renne polaire et rêvait du rôti dominical, que les Italiens livraient des tonnes de pâtes à travers la mer et que les Japonais sacrifièrent le confort pour les torpilles. Cette mosaïque de goût et histoire montre comment l'humanité sut s'adapter même dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, les sous-marins modernes se vantent de propulsion nucléaire, climatisation et cuisiniers professionnels. La nourriture reste cependant le cœur du navire. Les équipages modernes ne souffrent plus de scorbut, mais se réjouissent encore du pain frais après des semaines de repas congelés. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la tradition de la nourriture comme soutien psychologique n'a pas changé. Les commandants savent qu'une bonne cuisine est un investissement dans le moral. Quand aujourd'hui, en profondeur, quelque part dans l'océan Atlantique, flotte l'odeur de pizza ou curry, c'est l'écho des temps anciens, quand saucisses et café maintenaient l'équipage en vie. Si cette histoire vous a intéressé et vous voulez que d'autres l'apprennent aussi, je serai content si vous soutenez la vidéo par un like et partage. Dans les profondeurs de l'histoire et des océans restent en effet encore des goûts qui valent la découverte. Merci de m'avoir suivi et je me réjouis de notre prochaine navigation commune.